Oui, si je récapitule nos acquis, nous avons décrit la tendance à l'œuvre qui vise à baisser pour la masse, j'insiste, les possibilités d'exercice de la propriété physique des biens, depuis les plus petits objets jusqu'aux véhicules et aux logements, en passant par le mobilier, le textile et tant d'autres choses. Il s'agit de réduire le volume d'objets en circulation, d'acter la diminution générale des ressources et du pouvoir d'achat des Européens, et en conséquence de faire basculer le potentiel monétaire restant des particuliers vers du dématérialisé, du service, ou même du faux service, tout ce qui procède de la surcharge administrative et réglementaire lorsqu'on songe par exemple aux contrôles techniques, aux diverses visites d'entretien obligatoires, aux certificats de conformité, aux diagnostics et homologations, etc. Tous ces éléments qui ont été créés et surrajoutés et qui tous pèsent sur le budget des foyers. Et il s'agit simultanément de procéder à un guidage pour le transfert de la propriété individuelle de la détention par le particulier au bénéfice de professionnels poids lourds et des plateformes, des grandes plateformes, en fait des personnes morales en lieu et place des personnes physiques. Alors, je ne veux pas rentrer maintenant plus dans le détail, mais il faut garder à l'esprit qu'effectivement ce préjudice concerne la masse de la population, la masse de ceux qui n'auront pas les moyens de trouver la parade, le coupe-fil, le surclassement ou le passe-droit par leurs ressources. Certes, l'objet physique demeurera, mais dans un paysage marqué par le crédit, la location et plus encore par la tarification à l'usage d'objets partagés, comme je l'expliquais. Tout ce qui peut encourager l'abonnement et l'absence de propriété exclusive et définitive, tout ce qui peut encourager la mutualisation est ardemment promu. Pourquoi? Tout simplement parce que cela nous rend captifs du système, et ce, même si la monnaie, l'euro, venait à s'effondrer. C'est bien cela l'intention profonde, par-delà la coloration verte, avec la bénédiction des multinationales et des plateformes de services qui en profitent au passage. Eh bien justement, je pense qu'il importe maintenant de faire saisir au plus grand nombre ce qui est désormais évident pour les analystes, mais ne fait que commencer à percer pour la population, à savoir combien l'Union européenne est devenue une structure tout entière mobilisée autour de son autoconservation, de sa propre préservation, de sa survie, au service de personne sinon d'elle-même, et focalisée sur les ressources, c'est-à-dire sur les moyens de parvenir à ses fins. Et vous et moi, les individus qui la composons, ne sommes jamais que les auxiliaires et les supports involontaires de cette dynamique. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui les cibles de son avidité, bien plus que les bénéficiaires de son œuvre régulatrice. Oui, pour faire simple, je dirais que la contribution du thème de l'assurance est identifiable et joue dans la dynamique de l'Union européenne suivant deux canaux, tous deux à charge pour l'individu, à son détriment, en dépit des apparences de la façade. Il y a une dimension première très concrète qui est la mobilisation par l'institution de l'ensemble du monde de la finance et de la gestion du risque au service du projet européen. Actuellement, l'Union courtise assidûment ses professionnels pour participer réellement au financement de toutes les dispositions européennes consécutives à l'enclenchement du pacte vert. Or, il ne faut pas se leurrer, cette mobilisation des ressources du secteur financier signifie indirectement sollicitation des particuliers, parce que c'est en eux que réside le nerf de la guerre. C'est bien dans leur poche qu'in fine il s'agit d'aller puiser. J'ai montré au chapitre 8 de l'individu dans l'Europe promise, que vous connaissez tous, que tout était prétexte pour faire multiplier les polices d'assurance pour toute une série de calamités climatiques, sismiques, incendies, gonflement-retrait des sols, c'est de peu si on échappe aux météorites. Et tout ça pour l'ensemble des biens, et en particulier pour le domicile. Le régime d'assurance est en train de s'étendre
notamment en termes de champ des risques couverts, mais également dans son mode de fonctionnement, qui prend de plus en plus la forme d'un programme d'investissement et de participation active de l'assuré. C'est déjà bien engagé pour le logement, alors pour la performance énergétique du bâtiment, pour sa mise en sécurité, sa protection contre le vol, etc. Mais cette dynamique se déclinera sur la gamme la plus large de biens et sur les personnes. Il n'est plus seulement question de couvrir ou de se couvrir, mais aussi de s'équiper, d'investir en accompagnement des couvertures. C'est bien pour cela que j'estime qu'on est en droit d'effectuer une seconde référence au mécanisme de l'assurance, au réflexe actuaire, dans une dimension sans doute plus métaphorique, mais néanmoins à traduction bien réelle. La prise en continu sur les individus, qui s'établit par l'intercession des services financiers et d'assurance, est une manière pour la structure européenne d'avoir sa population en caution, de garder ses résidents sous la main. Ils sont une sorte de garantie contre le risque d'effondrement du système européen, dont l'Union est la traduction dans les faits. Parce qu'ils sont rendus captifs, les individus jouent littéralement le rôle d'assurance pour la structure. Par un énième renversement de l'ordre souhaitable des priorités, les Européens sont devenus la police d'assurance de l'Union européenne. Ils la garantissent contre la disparition. Vous et moi, nous lui offrons par nos valeurs, par le potentiel que véhiculent nos existences en tant que contributeurs et consommateurs, nous lui offrons la caution vivante à son fonctionnement. Elle transfère sur nous ses propres prises de risque. Alors c'est une authentique forfaiture, une sorte de prise d'otage silencieuse, d'hypothèque sur nos vies, car ce que nous dégagerons en valeurs et richesses s'avère déjà préfléché sur certains types de dépenses voulues par l'Union et auprès de certains acteurs adoubés par elle. C'est ce que je désigne comme le racket vert. Au final, dans ce qui se dessine, l'individu se trouve de plus en plus inscrit dans une existence au jour le jour, ponctionné de toutes parts, même si certaines ponctions, considérées individuellement, peuvent encore paraître dérisoires. Mais ce qui compte, c'est leur nombre, leur rythme et leur multiplication. Il suffit de penser à ces prélèvements fractionnés, que ce soit sur les cotisations de carte bleue, les frais de tenue de compte bancaire, qui se sont généralisés et explosent, les cotisations d'assurance, les abonnements divers et les tarifs à l'unité. D'abord, je l'exprime de manière un peu triviale, mais vous comprenez que cela fait passer la pilule, comme quand on affiche le tarif du caviar ou du foie gras, et même maintenant du fromage à la coupe, qui est devenu un produit de luxe, quand on l'affiche au 100 grammes pour éviter le choc psychologique du prix au kilo. Tout cela est censé se faire oublier, car chaque prélèvement, pris un à un, isolément, peut paraître presque indolore. Quelques euros par mois par-ci, quelques euros par mois par-là, mais surtout, l'ensemble constitue un enchevêtrement inextricable de multiples ponctions qui enserrent le particulier, le ficelle et le verrouillent au système. Et c'est certainement l'objectif visé. Et dernier point, ponctionné régulièrement, ficelé au système, l'individu est en outre dénué de patrimoine, de réserve, de valeur refuge, ce qui a une incidence non seulement sur son autonomie, mais sur le degré de fragilité de tout l'édifice. Pour le particulier, tout cela tient encore tant bien que mal, et malgré sa peine, tant qu'il peut travailler et qu'il y a du travail. J'insiste sur les deux conditions. Si l'un des deux termes vient à faire défaut, sa condition physique par exemple, ou d'un autre côté une tension sur le marché de l'emploi, une crise, alors c'est l'ensemble qui se grippe. Cette vertu centrale, cardinale, pour ne pas dire jusqu'au boutiste du travail, nous paraît peut-être étrange à nous Français, bercés dans l'idée latine de la petite propriété domestique et dans le sillage du mythe des 30 glorieuses, des 35 heures et de la paisible retraite garantie pour le plus grand nombre,
qui donne l'illusion de l'accès général, au moins pour un temps, au statut de rentier. Mais cet idéal qui nous est cher s'est envolé. Le modèle s'est évanoui. Il n'a même jamais été partagé par bon nombre de nos voisins, notamment outre-Rhin, où l'ubérisation, la nécessité d'un travail après l'âge de la retraite, que ce soit livreur de pizza, caissière ou distributeur de journaux et de prospectus, eh bien c'est une réalité très marquée, surtout depuis la crise financière de 2008. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls dans l'Union, et que ce qui nous paraît naturel et souhaitable ne correspond pas forcément aux standards connus par nos voisins. Pour bon nombre de choix, en tant que France, nous sommes ou nous étions l'exception. Ce qui fait qu'au final, l'Union n'a aucune difficulté non seulement à favoriser le recul général et coordonné de l'âge de départ à la retraite, mais encore à prodiguer des encouragements aux assurances volontaires comme aux retraites complémentaires privées, au motif parfaitement hypocrite de faire baisser la charge pesant sur les dépenses publiques des États, et sous l'alibi parfaitement intéressé qui figure dans plusieurs communications lorsque l'institution plaide en faveur de ce que les consommateurs aient, je cite, plus de choix en ce qui concerne leur épargne et leurs investissements. En réalité, il faut comprendre ce qui attend ces mêmes consommateurs. Pour hâter leurs décisions dans le sens promu par l'Union, ils vont faire l'objet d'un travail au corps, en subissant quantité de propositions commerciales musclées et documentées de la part des professionnels de la finance et de l'investissement. Et le levier pour cela est procuré par l'institution elle-même. Il s'agit de l'accès offert aux données numériques personnelles, la maîtrise des données individuelles de patrimoine. Autrement dit, la foire aux informations croisées détenues par les banques, les établissements de crédit, les assurances, les organismes de retraite, et des informations sur les comptes, les prêts, les contrats de crédit hypothécaire, l'épargne, les droits à pension, les produits d'assurance, les actifs assurés, etc., etc. Oui, en fait, pour être complet, il faut signaler qu'il y en a deux, et qui sont étroitement liés. La multiplication des transactions dématérialisées que je décrivais, rendue possible par l'explosion numérique et qui a permis le formidable développement de l'économie du service et le surgissement des plateformes d'intermédiation qui en sont le passage obligé, eh bien cette multiplication des transactions dématérialisées tout à la fois génère et rend cruciale la maîtrise des données personnelles qui vont permettre le raccordement entre vous, vos ressources et le système, dans le même temps qu'elle affecte la nature de la monnaie en disqualifiant les espèces qui constitutivement sont en dehors de ce nouveau circuit. C'est quelque part la lutte entre smartphone et pièces et billets. Vous ne payez pas un abonnement en liquide, pas plus que vous n'achetez avec du cash une musique, un film ou un jeu en ligne. On ne peut pas non plus vous prélever des espèces. Alors, sauf le pickpocket, bien sûr, mais ça, c'est du domaine de l'amateur, rien à voir avec l'échelle de ce que je tâche de décrire. Alors, j'ai bien conscience du fait que tout cela est complexe et peut paraître assez abstrait. Mais, pour l'exprimer plus clairement, je vais déjà faire en sorte de rendre plus parlante cette question des données personnelles, et notamment de ce qu'on appelle dans le jargon le traitement secondaire des données. Qui dit secondaire dit d'abord primaire. Les données personnelles sont des traces du bon fonctionnement de la vie de chaque individu au sein du groupe. Elles sont générées par le seul fait de vivre en société, puisqu'elles résultent de l'exécution de toute une série d'ordres, de décisions, de choix. Alors je m'explique. Une transaction est un ordre d'achat qui précise par exemple que le compte de M. X doit être débité de tel montant pour le porter au crédit de celui du magasin Y. Mais, ce faisant, cet ordre d'exécution n'est pas isolé. Il a été passé à telle heure pour l'achat de tel objet,
par monsieur X, qui a tel âge, habite à tel endroit, appartient à telle catégorie socio-professionnelle, était déjà passé dans ce magasin le mois dernier, a tel montant sur son compte en banque, est divorcé avec tant d'enfants à charge, etc. Vous comprenez le principe. L'acte isolé est aussi une piste, car une cascade d'informations accompagne l'enregistrement pour exécution de la transaction. Et toutes ces données de gestion peuvent être mises en mouvement par chaque événement de l'existence, agrégées, traitées, exploitées à des fins de renseignement, d'information, de contrôle, de rétrospective comme de prospective, ou plus exactement de prospection, car les acteurs les plus empressés pour le traitement des données personnelles ont principalement des visées marchandes. Chaque individu devient une cible commerciale potentielle qui fournit elle-même les signaux permettant de la localiser et de l'atteindre. Voilà, je pense, de quoi distinguer le traitement primaire des données, c'est-à-dire pour exécution ou gestion d'un fait générateur, de l'acte qui est à la racine. J'ai acheté un billet d'avion, j'ai consulté un médecin. Donc le distinguer du traitement secondaire, qui est en fait l'exploitation de tout ce que véhicule, implique et signifie ce fait générateur premier. Et il est essentiel de comprendre que l'Union européenne a décidé d'encourager de manière systématique le traitement secondaire des données, notamment personnelles, et, je cite, d'accélérer l'adoption de modèles économiques fondés sur les données. C'est une communication de 2023, la numéro 360 finale du 28 juin 2023. Tout ça pour dire, en termes crus, qu'il faut comprendre que les données personnelles vont devoir rapporter, et rapporter gros. C'est aussi simple que ça. Un peu d'audace, la certitude tranquille de pouvoir obtenir ce que l'on veut des États membres, le concours intéressé des géants du numérique alléchés et toujours affamés, et le tour est joué. C'est très facile, comme vous allez le voir. Cela se passe en 2 temps. L'Union doit d'abord se rendre maître des données collectées par les États membres dans le cadre des activités des pouvoirs publics. C'est en fait une formalité, car tout cela, aux yeux de l'institution, c'est quelque chose qui lui revient de plein droit, si l'on suit le récent DGA, acronyme anglo-saxon pour Data Government Act, qui est un règlement, le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 sur la gouvernance des données, le règlement sur la gouvernance des données qui établit dès le départ, de manière assez éhontée, il faut bien le dire, je le cite, c'est le paragraphe 6, pour bien en faire la démonstration, il établit la chose suivante. L'idée selon laquelle les données produites ou collectées par des organismes du secteur public ou d'autres entités aux frais des budgets publics, donc l'idée selon laquelle ces données devraient profiter à la société, est depuis longtemps présente dans la politique de l'Union. En d'autres termes, il s'agit d'un coup de force particulièrement révélateur qui ne manque pas d'audace, assis sur le fait que dès qu'il y a mise en jeu d'argent public ou raccordement possible à du bien public, cela rentre fort logiquement dans le panier de l'Union. C'est de plein droit à sa disposition, à sa discrétion, puisque, c'est bien connu, elle seule incarne désormais l'intérêt général européen, par-dessus ses États membres, à l'échelle de l'Europe. Vous comprenez le principe? C'est comme si l'Union déclarait « Tout ce qui est fait par toi est en fait d'office à moi, au mobile du bénéfice commun ». C'est un peu fort de café car, en réalité, ce qui est d'ordre public et sur deniers publics est d'abord le propre d'un État. Et donc le propre d'une nation. C'est un bien national. Or là, on voit que sous le prétexte du caractère public, l'Union, comme une sorte de surintendant général des biens publics, s'arroge la libre disposition des biens nationaux et par là également des éléments privés, domestiques, que les particuliers, au titre de leur statut de ressortissants nationaux,
confient à leurs propres États avec l'enregistrement de leurs caractéristiques et de leurs actes, l'identité, l'état civil, les titres de propriété, les revenus, etc. Nous allons y revenir. Et c'est cela le deuxième temps, le deuxième effet. Les États, parce qu'États membres, ne s'appartiennent plus, et les individus qui alimentent le tout par leurs données personnelles ne s'appartiennent plus non plus, par ricochet. Voilà que leur consentement est implicite, ou dans tous les cas pour la forme, et qu'ils deviennent victimes de l'utilisation secondaire de leurs propres données, c'est-à-dire, disons-le tout de go, du recel de leurs propres données, surtout lorsque cela s'assortit de la monétisation de leurs données personnelles, car les géants de la donnée ne sont pas en embuscade pour rien. Ce coup de force se synthétise et opère dans la formulation de 3 objectifs officiels devant être atteints, encore une fois, pour 2030. Dans le cadre de la transition numérique appelée de ses vœux, l'Union s'engage à ce que simultanément 100% des services publics soient accessibles en ligne, 100% des citoyens de l'Union aient accès à leur dossier médical électronique, et enfin 100% des citoyens de l'Union aient accès à des moyens d'identification électronique sécurisés. Oui, 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 j'entends bien la réaction de certains qui diront « Et alors ? Et alors, il s'agit de fonctionnalités nouvelles offertes aux individus, où est le problème ?» En fait, si on ne tient pas compte du contenu du règlement DGA que je viens de citer, on peut se faire duper et ne pas comprendre que la formulation retenue pour ces objectifs est en fait retroussée, si j'ose dire, mise à l'envers. Ce qui est affiché n'est pas le véritable sens de fonctionnement. Et on comprend pourquoi, parce qu'une fois remis à l'endroit, ces objectifs prennent un aspect bien moins engageant. Si je résume de façon lapidaire, voilà ce que ça donne dans le bon sens. Les données des services publics seront donc réquisitionnées par l'Union, de même que celles des personnes, notamment dans le cadre de la santé, et chaque individu se verra assigner un identifiant personnel unique, alors univoque et constant, comme le dit l'institution, le fameux moyen d'identification électronique sécurisé lorsqu'on le donne à voir du côté des individus. Alors moi je l'appelle plus simplement la plaque d'immatriculation de chacun parce qu'elle rend possible l'enclenchement de l'interconnexion des bases de données contenant toute une série d'attributs sur l'individu, sur chaque individu, ce qui débouche sur le croisement, le traitement et l'analyse de cette information, au besoin de manière ciblée. On nous parle de portefeuille européen d'identité numérique, le European ID Wallet, qui n'est que la version présentable et présentée comme un entier bénéfice du particulier de la politique poursuivie par l'Union de ces espaces européens communs de données. Ces derniers sont eux-mêmes le socle pour le développement d'une économie de la donnée actualisant la libre circulation des données à l'échelle internationale, dont parle le règlement DGA dès son premier paragraphe. Alors, libre circulation des données à l'échelle internationale, sans doute en voulant indiquer entre international au sens de entre États membres. Il serait malséant d'imaginer des destinations plus lointaines, bien sûr. Alors, ces données pouvant être utilisées, quel que soit leur lieu de stockage physique dans l'Union. Alors, au passage, notons que la référence initiale aux citoyens de l'Union dans les 3 objectifs pour 2030, ça devait concerner les citoyens de l'Union. Eh bien, cette référence s'est élargie depuis aux personnes vivant au sein de l'Union européenne, ce qui inclut les ressortissants de pays tiers et les migrants, qu'ils soient légaux ou illégaux. Et cela, ça traduit bien l'ampleur comme le caractère systématique du processus. Oui, vous faites référence à l'EHDS, le European Health Data Space, qui est la déclinaison santé de l'espace européen commun de données. La présentation de cette entité fait l'objet une fois encore d'une inversion manifeste entre ce qui est donné comme au service du patient,
mais dont on saisit vite en regardant de près qu'il s'agit bien plus certainement par ce moyen de séduire les départements de prospection des grands laboratoires et des plateformes commerciales et actuarielles que d'épauler le médecin traitant ou même la recherche en santé publique. Alors je m'en étais ému déjà dans deux ouvrages antérieurs, en 2023 et début 2024, lorsque nous en étions encore au stade de la proposition. Alors je ne peux que confirmer maintenant que nous entrons dans la phase active de réalisation. L'énumération seule du nombre et de la variété de gamme des attributs qui sont rassemblés dans cette vaste et précieuse base de données suffit à mesurer tout l'enjeu. Voici le sésame pour l'accès non seulement au dossier médical complet, y compris les éventuelles données génomiques, ce qui n'est pas rien, couplé aux données du système de santé, mais aussi à des données contextuelles, le revenu, le statut professionnel, les couvertures d'assurance, la consommation de stupéfiants, voire à des données issues d'applications commerciales, des applications commerciales de bien-être, issues par exemple de bracelets, capteurs et autres gadgets connectés qui mesurent, vous le savez, les flux physiologiques. Alors de quoi aiguiser beaucoup d'appétit. Le fait que pour la partie française, qui s'appelle EMC2, l'hébergeur du tout soit un certain Microsoft, le Microsoft Ireland Operation, la division, la branche irlandaise de Microsoft, révèle à minima l'intérêt profond des géants de la donnée pour les dispositions européennes qui sont vécues comme autant d'opportunités commerciales. Tout concourt au dépouillement des données individuelles, certes officiellement au service du particulier ou au bénéfice de la recherche publique, mais à l'évidence pas seulement, d'autant que les espaces européens communs de données se voient flanqués de drôles de créatures dont le règlement DGA fournit le détail, tels les prestataires de services d'intermédiation de données reconnus dans l'Union. Alors, à ce titre, il bénéficie d'ailleurs d'un logo d'accréditation. Alors, le terme est lourd, mais suffisamment explicite, notamment quant à la notion de prestation de service, et donc quant à la perspective d'émolument. Mais, dans le même temps, on invite les particuliers à la pratique de, je cite, l'altruisme des données. L'altruisme des données est une nouvelle trouvaille de la novlangue de l'Union européenne pour désigner la dimension morale, la pression sociale faite autour du consentement du particulier, pour l'encourager à se dessaisir volontairement de la propriété sur ses propres données, en acceptant qu'elles puissent faire l'objet d'une exploitation secondaire. Il faut être généreux et non possessif avec ses propres données lorsque c'est pour la bonne cause et le progrès de la société. Bon, le règlement signale la création d'une nouvelle catégorie d'acteurs qu'il désigne comme, je cite, organisation altruiste en matière de données reconnues dans l'Union. C'est l'organisation qui est reconnue dans l'Union. Et à ce titre, elle est détentrice non seulement d'un logo, mais aussi d'un QR code distinctif. Donc il s'agit d'organisations qui sont prétendues à but non lucratif, mais dont l'article 20 du règlement précise la possibilité de perception de redevances pour l'accès aux données. Alors, l'altruisme, en dehors des particuliers, peut, on le voit, devenir tout à fait relatif. Oui, quelques mots seulement ici, je pose juste un jalon pour le cycle de discussion prochain, en disant que la multiplication de la dématérialisation des achats et le vœu de mettre en place des modèles économiques fondés sur les données nous mènent, je dirais presque automatiquement, sur la voie d'un nouveau produit, fruit de la fusion de la monnaie et de la donnée, ce que représente précisément le prochain euro numérique. L'information est partie intégrante de l'unité de monnaie numérique. À chaque transaction, elle est enregistrée avec elle, elle en est solidaire. Cette monnaie numérique de la Banque centrale européenne est constitutivement traçable pour chaque unité depuis sa mise en circulation,
jusqu'à sa dernière utilisation. L'outil génère sa propre valeur informationnelle. Mais ce faisant, se neutralise ainsi le pouvoir discrétionnaire du particulier dans l'usage et l'allocation anonyme et sans trace de sa monnaie. Quelque part s'actualise dans cet euro numérique une ultime dépossession, parce que la monnaie physique, en pièces et billets, a cette supériorité qu'elle procure une forme de liberté à laquelle sont sensibles plus que les criminels, les brigands et les véreux de toutes sortes que l'on stigmatise dans les textes européens. Ce n'est pas pour rien que la Banque centrale européenne estime que 30 à 50% des valeurs faciales émises en euros sont hors du circuit économique. Pour le commun des mortels avant tout, c'est le réflexe antique et fondamental, primal, je dirais animal, de l'autonomie par la réserve, par le bas de laine, par la cache aux noisettes de l'écureuil qu'il garde pour les mauvais jours. Pour les mauvais jours et tout autant pour les aides et les plaisirs que l'on décide souverainement et sans compte à rendre à quiconque. Ici devenu numérique et dématérialisé, au service de l'abonnement ou du paiement à l'usage, la monnaie figure l'apparent confort de la fluidité, mais une fluidité assortie de la conditionnalité et de la traçabilité pour des individus rendus captifs et solidaires du système. La séduisante digitalisation, sans pièces ni billets, est à ce prix. Il faut bien admettre que par certains côtés, ce devenir a quelque chose d'oppressant, j'hésite pas à le dire, une sorte de mécanisme qui conduirait vers une forme de tyrannie involontaire, qui, sans avoir été désirée pour elle-même, risquerait d'advenir uniquement par sa force interne, par la logique de ce qu'elle porte et véhicule. Volontaire ou non, mais tyrannique quand même. La propriété privée dont on tend à nous dépouiller, sous couvert d'optimisation et de modernité éco-responsable, mais en fait en vue de mieux capter nos ressources, a une vertu qui mériterait sans doute plus de considération. Elle avait justement pour raison d'être de conforter la liberté des individus par rapport à l'État et d'éviter aux petits d'être la proie des accapareurs. Ils pouvaient par cette propriété, atteindre et réaliser une forme d'autonomie, constituer, défendre et transmettre, léguer un patrimoine dont personne ne pouvait impunément les spolier, ni un particulier, ni un puissant, pas même l'État. C'est le cœur du projet de nos sociétés, la clé de voûte de l'autonomie comme de la liberté individuelle. L'inflexion actuellement orchestrée par l'Union européenne, constatée et subie, n'est pas sans incidence sur ce que sera la société à venir et le prix à payer pour s'y sentir libre. Alors avant que tout soit effectif, chacun devrait s'interroger pour juger en conscience si ce qui nous est promis est désirable et juste ou non. C'est ce travail de réflexion et d'évaluation nécessaire que nous ne manquerons pas d'entreprendre ensemble lors de notre prochain cycle de discussion. Voilà, je vous laisse pour le moment en vous disant à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, c'est totalement libre et gratuit. En attendant de vous retrouver, je vous dis profitez bien de ce dont vous disposez, portez-vous bien et bien sûr, suivant la coutume, soyez vigilants. Bien sûr, on ne saurait clore un cycle de discussion sans notre traditionnel poème. Alors, je ne vais pas oublier. Il s'appelle « Il a tout donné ». Alors, allons-y. Je ne suis pas Harpagon et je n'ai jamais eu de cassette, pas plus de sacs de billets ni de valises suspectes. Je suis un simple particulier, libre, qui mesure ses moyens, qui visait seulement un petit toit pour les siens, quelque chose de sympa en famille, dont on puisse profiter, où l'on se sache chez soi et que l'on puisse léguer. Je n'ai jamais eu besoin que l'on dépêche vers moi des professionnels du risque ou des commerciaux aux abois, qui se prétendront soucieux de mon bien et de mes économies, et m'engageront à investir comme le feraient des amis.
m'inviteront à consentir à ce qu'ils utilisent mes propres données, parce qu'il y a en ce terme un verbe qui leur plaît. Nous sommes à l'heure, disent-ils, où l'on se doit d'être altruiste. Il serait malvenu de jouer au capricieux et de faire l'égoïste. Nos partenaires éco-responsables comptent sur vous, et pour cela ils ont pensé à tout. Nous allons vous délester de ces malodorantes coupures et retirer pour vous ce que le matériel porte comme injure. Retirez-vous vous-même, Tartuffe, et cessez de m'embobiner. Je n'ai que faire de vos recommandations vertes combinées. Pour moi, un tien au comptant vaut toujours mieux que 2 tu l'auras, à crédit, à l'usage, partagé de surcroît. Le vieux monde a du bon lorsqu'il simplifie la vie, qu'il offre à l'individu la maîtrise comme l'autonomie. Je préfère savoir lire une carte pour m'orienter qu'avoir toujours un fil à la patte et être téléguidé. Quant à toi qui te gosses et ricanes avec ta montre connectée, ta certitude d'être à la page et au top de la modernité, tu riras un peu moins lorsque tes accès seront bloqués en raison d'une panne réseau ou parce que tu auras été hacké. Lorsque filera le quignon de pain aux graines bio sur lequel tu lorgnais, acquis à l'ancienne contre un peu de monnaie, tu maudiras le sans contact et les ondes, et regretteras à ton tour les antiques pièces rondes. Car les vertus du fluide et de l'ubiquité sont bien peu de choses un jour où il fait faim sans électricité.